包法利夫人第13部分。奥莫先生送的礼物都是药房的出品，6盒枣核止咳剂，1整瓶可可淀粉，3桶蛋白松糕，还有在厨子里找到的6根冰糖棒。举行洗礼的晚上，摆了一桌酒席，神父也来了，过得很热闹。喝酒之前，奥莫先生唱起《好人的上帝》来，莱昂先生唱了一支威尼斯船歌，包法利奶奶是教母，也唱了一首帝国时期流行的浪漫曲。最后，包法利老爹硬要把人把小孩子抱下来，开始给他举行洗礼。当真拿一杯香槟酒倒在他头上，拿洗礼这种头等神圣的事来开玩笑，使布尼贤神父生气了。包法利老爹却从战神的战争中引用了一句话来做答复，气得神父要走。妇女们一起恳求他留下，奥莫也来调解，结果总算又使神父坐了下来。他倒像没事人一样，又端起碟子喝那半杯咖啡剩下来的一半。包法利老爹还在荣镇住了1个月。他早上戴着漂亮的银边警官帽，在广场上吸烟斗，把居民都唬住了。他习惯于大喝烧酒，时常派女佣人去京师客店买上1瓶，记在他儿子的账上。他想让他的围巾有香味，就把儿媳妇储备的科隆香水全用光了。儿媳也并不讨厌有他作伴，他见过世面。他谈到柏林、维也纳、斯特拉斯堡，谈到他的军官生活，他过去的情妇，他摆过的盛大午宴，而且显出讨人喜欢的样子。有时在楼梯上或花园里，他甚至搂住他的腰喊道：“夏尔，不要大意。”于是包法利奶奶为儿子的幸福担心了，生怕时间一长，她的丈夫会对年轻女人的思想产生有伤风化的影响。她就催他早点动身回去，或许他有更严重的忧虑。包法利老爹是一个不顾体统的人。一天，艾玛突然心血来潮要去看小女儿，就到奶妈家去。她也不看看日历，看坐月子的6个星期过了没有，就向罗勒木匠住的地方走去。他住在村子的尽头，在山坡下，在大路和草原之间。时间已是中午，家家户户都关了窗板，青石板屋顶在蓝天的强光下闪闪发光，人字墙的墙头好像在冒火花。一阵闷热的风吹来，艾玛觉得四肢无力，走不动了。河边道路上的碎石头又磨脚，她打不定主意，到底是回家还是找个地方歇歇脚。正在这时候，莱昂先生从附近一家大门里出来了，胳膊下面还夹着一沓文件。他走过来和他打招呼，并且在乐和商店门前伸出来的灰色帐篷的阴影下站住了。包法利夫人说，她要去看她的孩子，但是她已经觉得累了。如果……莱昂吞吞吐吐，不敢再说下去。你有事忙吗？他问道。实习生说他不忙，他就求他作伴。一到晚上，这事就传遍了荣镇。镇长的太太杜瓦施夫人对女佣人说，包法利夫人真不要脸，要到奶妈家去，就像去公墓一样，走出街后要向左转，走上一条两边栽了女贞树的小路，穿过一些小房子和小院子。Il donna pour cadeau tout produit de son établissement, à savoir 6 boîtes de jujubes, un bocal entier de racaou, 3 coffins de pâte à la guimauve, et de plus 6 bâtons de sucre candi qu'il avait retrouvés dans son placard. Le soir de la cérémonie, il y eut un grand dîner.
Le curé s'y trouvait. On s'échauffa. Monsieur Homais vers les liqueurs, entonna le Dieu des bonnes gens. Monsieur Léon chanta une barcarolle et Madame Bovary-mère, qui était la marraine, une romance du temps de l'Empire. Enfin, Monsieur Bovary-père exigea que l'on descendît l'enfant et se mit à le baptiser avec un verre de champagne qui lui versait de haut sur la tête. Cette dérision du premier des sacrements indigna l'abbé Bournicien. Le père Bovary répondit par une citation de la Guerre des dieux. Le curé voulut partir, les dames suppliaient. Homais s'interposa et l'on parvint à faire rasseoir l'ecclésiastique, qui reprit tranquillement dans sa soucoupe sa demi-tasse de café à moitié bu. Monsieur Bovary-père resta encore un mois à Yonville, dont il éblouit les habitants par un superbe bonnet de police à galons d'argent, qu'il portait le matin pour fumer sa pipe sur la place, ayant aussi l'habitude de boire beaucoup d'eau de vie. Souvent, il envoyait la servante au Lion d'Or lui en acheter une bouteille, que l'on inscrivait au compte de son fils, et il usa pour parfumer ses foulards toute la provision d'eau de Cologne qu'avait sa bru. Celle-ci ne se déplaisait point dans sa compagnie. Il avait couru le monde. Il parlait de Berlin, de Vienne, de Strasbourg, de son temps d'officier, des maîtresses qu'il avait eues, des grands déjeuners qu'il avait faits. Puis il se montrait aimable, et parfois même, soit dans l'escalier ou au jardin. Il lui saisissait la taille en s'écriant « Charles, prends garde à toi !» Alors la mère Bovary s'effraya pour le bonheur de son fils, et craignant que son époux, à la longue, n'eût l'influence immorale sur les idées de la jeune femme. Elle se hâta de presser le départ. Peut-être avait-elle des inquiétudes plus sérieuses. Monsieur Bovary était homme à ne rien respecter. Un jour, Emma fut prise tout à coup du besoin de voir sa petite fille, qui avait été mise en nourrice chez la femme du menuisier, et sans regarder à l'almanach si les 6 semaines de la Vierge duraient encore. Elle s'achemina vers la demeure de Rollet, qui se trouvait à l'extrémité du village, au bas de la côte, entre la grande route et les prairies. Il était midi. Les maisons avaient leurs volets fermés et les toits d'ardoise, qui reluisaient sous la lumière âpre du ciel bleu, semblaient à la crête de leurs pignons faire pétiller des étincelles. Un vent lourd soufflait. Emma se sentait faible en marchant. Les cailloux du trottoir la blessaient. Elle hésita si elle ne s'en retournait pas chez elle ou entrerait quelque part pour s'asseoir. À ce moment, Monsieur Léon sortit d'une porte voisine avec une liasse de papier sous son bras. Il vint la saluer et se mit à l'ombre devant la boutique de l'heureux, sous la tente grise qui avançait. Madame Bovary dit qu'elle allait voir son enfant, mais qu'elle commençait à être lasse. « Si, reprit Léon, n'osant poursuivre. « Avez-vous affaire quelque part ?» demanda-t-elle. Et sur la réponse du clerc, elle pria de l'accompagner. Dès le soir, cela fut connu dans Yonville, et Madame Tuvage, la femme du maire, déclara devant sa servante que Madame Bovary se compromettait. Pour arriver chez la nourrice, il fallait, après la rue, tourner à gauche, comme pour gagner le cimetière et suivre, entre des maisonnettes et des cours, un petit sentier que bordaient des troènes. 女贞树正在开花，还有婆婆那、犬蔷薇、荨麻和轻盈的树莓耸立在荆棘丛中，争奇斗艳。从篱笆眼里看得见，破房子里有公猪躺在粪堆上，或者是项上套着夹板的母牛在树上磨脚。他们2个肩并肩慢慢走着，他靠在他身上，他随着他的脚步放慢了自己的步子。在他们前头
一群苍蝇乱飞，在闷热的空气中发出了嗡嗡声。他们看见一棵老胡桃树下有一所房子，认出了是奶妈的家。房子很矮，屋顶上盖了灰色瓦，顶楼天窗下面挂了一串念珠似的大葱，一捆一捆细小的树枝直立在荆棘篱笆旁边，围着一块四方的生菜地，一小片只有几尺长的薰衣草地，还有爬在支架上的开花豌豆，脏水泼在草上，流得左一滩右一滩。房子周围晾着好几件看不清楚的破烂衣衫，针织的袜子，一件红印花布的女用短上衣，还有一大块厚帆布摊开在篱笆上。奶妈听见栅栏门响就出来了，还抱着一个吃奶的孩子。她用另一只手牵着一个瘦得可怜的小家伙，脸上长满了疙瘩。这是卢王一个冒商的儿子，父母做生意忙，就把他留在乡下。进来吧，他说，你的孩子在那边睡着呢。底层只有一间房子，紧靠着离手的墙边有一张没挂帐子的大床，靠窗放着和面缸，玻璃碎了一块，是用蓝纸剪成的太阳图案粘起来的。门后面的角落里，在洗衣池的石板底下摆着几只半筒钉靴，靴底的钉子很亮，旁边有一个装满了油的瓶子，瓶的井口插了一根羽毛，一本马太利书扔在满是灰尘的炉壁架上，在打火石、蜡烛头和零碎的火绒当中。最后，这屋子里显得多余的是一个吹喇叭的荣耀女神的画像，这当然是从什么香水广告画上剪下来的，用6个靴钉钉在墙上。艾玛的孩子睡在地上一个柳条摇篮里，他连人带被窝都抱了出来，胳膊上下左右摇晃，轻轻地唱歌。莱昂在房间里走来走去，看见这个漂亮的太太穿着南京布袍，待在一个穷苦人家里，他觉得不是滋味。包法利夫人脸红了，莱昂转过身去，以为这样看他未免失礼。孩子吐奶吐在他衣领上，他就把它放回原处。奶妈赶快来擦干净，并且说奶不会留下痕迹的。他也在我身上吐奶，奶妈说，我一天到晚都得给他洗漱，要是方便的话，好不好请你对杂货店的卡米说一声，我缺肥皂的时候要他让我拿几块用，那我就不用多打扰你了。好的好的，艾玛说，再见罗勒大嫂。她走出去，在门槛上擦了擦脚。大嫂一直把她送出了院子，一面对她诉苦，说自己每夜都得起来，我有时候累得不行，坐在椅子上就睡着了，所以你起码也该给我1小磅磨好的咖啡，我早上掺牛奶喝，可以喝个把月。Ils étaient en fleurs et les véroniques aussi, les églantiers, les orties et les ronces légères qui s'élançaient les buissons. Par le trou des haies, on apercevait dans les massures quelques pourceaux sur un fumier, ou des vaches embricolées frottant leurs cornes contre le tronc des arbres. Tous les deux, côte à côte, ils marchaient doucement, elle s'appuyant sur lui et lui retenant son pas qu'il mesurait sur les siens. Devant eux, un essaim de mouches voltigeait, en bourdonnant dans l'air chaud. Ils reconnurent la maison à un vieux noyer qui l'ombrageait, basse et couverte de tuiles brunes. Elle avait en dehors, sous la lucarne de son grenier, un chapelet d'oignons suspendu. Des bourrets debout contre la clôture d'épines entouraient un carré de laitue, quelques pieds de lavande et des pois à fleurs montés sur des rames. De l'eau sale coulait en s'éparpillant sur l'arbre.
et il y avait tout autour plusieurs guenilles indistinctes, des bas de tricot, une camisole d'indienne rouge et un grand drap de toile épaisse étalé en long sur la haie. Au bruit de la barrière, la nourrice parut, tenant sur son bras un enfant qui tétait. Elle tirait de l'autre main un pauvre marmot chétif, couvert de scrofules au visage, le fils d'un bonnetier de Rouen, que ses parents, trop occupés de leur négoce, laissaient à la campagne. « Entrez, dit-il, votre petite est là qui dort. » La chambre, au rez-de-chaussée, la seule du logis, avait au fond contre la muraille un large lit sans rideau, tandis que le pétrin occupait le côté de la fenêtre, dont une vitre était raccommodée avec un soleil de papier bleu. Dans l'angle, derrière la porte, des brodequins à clous luisants étaient rangés sous la dalle du lavoir. Près d'une bouteille pleine d'huile déportait une plume à son boulot. Un Mathieu Linsberg traînant sur sa cheminée poudreuse, parmi des pierres à fusil, des bouts de chandelle et des morceaux d'amadou. Enfin, la dernière superfluité de cet appartement était une renommée soufflant dans des trompettes. Images découpées sans doute à même quelques prospectus de parfumerie, et que 6 pointes à sabots clouées au mur. L'enfant d'Emma dormait à terre, dans un berceau d'osier. Elle apprit avec la couverture qui l'enveloppait et se mit à chanter doucement en se dandinant. Léon se promenait dans la chambre. Il lui semblait étrange de voir cette belle dame en robe de nankin. Tout au milieu de cette misère, Madame Bovary devint rouge et se détourna, croyant que ses yeux peut-être avaient eu quelque impertinence. Puis elle recoucha la petite, qui venait de vomir sur sa collerette. La nourrice aussitôt vint l'essuyer, protestant qu'il n'y paraîtrait pas. Elle m'en fait bien d'autres, disait-elle, et je ne suis occupée qu'à la rincer continuellement. Si vous aviez donc la complaisance de commander à Camus l'épicier, qu'il me laisse prendre un peu de savon lorsqu'il m'en faut, ce serait même plus commode pour vous, que je ne dérangerai pas. C'est bien, dit Emma. Au revoir, mère Rollet, et elle sortit en essuyant ses pieds sur le seuil. La bonne femme l'accompagna jusqu'au bout de la cour, tout en parlant du mal qu'elle avait à se relever la nuit. J'en suis si rompue quelquefois que je m'endors sur ma chaise. Aussi, vous devriez pour le moins me donner une petite livre de café moulu, qui me ferait un mois et que je prendrais le matin avec du lait. 包法利夫人耐着性子听完了他道谢的话，就上路了。小路走了一段，忽然听见木头套鞋的响声，回头一看，来的又是奶妈。还有什么事？于是乡下大嫂把她拉到旁边的一棵榆树后面，开始对她谈起她的丈夫来，说她干的那行1年才挣6个法郎，而她的头头……快点说吧，艾玛说道。哎，奶妈说一句话，叹一口气，接着说道，我怕他看到我一个人喝咖啡，心里会难过的。你知道，男人。既然你有咖啡喝，艾玛重复说，我会给你们的，别啰嗦了。哎，好心的太太，因为她受过伤，胸口抽搐抽得厉害，他甚至说连苹果酒也不能喝。说快点吧，罗勒大嫂。那么奶妈行了一个屈膝礼，要是你不嫌弃我过分的话，她又行了一个屈膝礼，要是你不介意的话，她的眼睛露出恳求的神色，要一小罐烧酒。她到底说了出口，我可以用来擦你孩子的脚，他的小脚丫嫩得像舌头。艾玛摆脱了奶妈的纠缠，又挽上了莱昂先生的胳膊。他先走得很快，后来放慢了脚步。他的眼睛看着前方，看到了年轻人的肩膀。他的外衣领子是黑绒的，他的褐色头发梳得整整齐齐，垂在衣领上。
他注意到他的指甲留得比容正人长，实习生没事干就修指甲。他的文具盒里有把小刀，是专修指甲用的。他们顺着河岸走回荣镇，到了热天，水浅岸宽，花园连墙基都会露出来，要下一道台阶才能走到河边。河水不声不响地流着，看起来又快又凉。细长的水草成片地倒伏在流水里，随水浮动，好像没人梳理的绿头发，摊开在一片清澈之中。有时候在灯芯草的尖端或者荷叶上面，看得见一只细脚虫慢慢爬着，或者呆着不动。阳光穿在前仆后继、随生随灭的波纹，好像穿过蓝色的小球。老柳树瞧着自己的灰色树皮和断枝残条在水中的倒影。再往前看，周围都是草场，显得空荡荡的。这时正是田庄用膳的时候，年轻的少妇和他的同伴走路的时候，只听见他们自己的脚步在土路上行走的节奏，他们自己说话的声音，还有艾玛的袍子在身上摩擦的窸窣声。花园墙顶上砌了玻璃瓶的碎片，像暖房的玻璃屋顶一样热。砖墙缝里长了桂竹香。包法利夫人撑开阳伞走过，伞边碰到了开残的花，就会洒下一阵黄粉。碰到忍冬和铁线莲挂在墙外的枝条，小枝就会埋住棚边，划过伞面。他们谈到一个西班牙歌舞团，不久要在卢昂剧场演出。你去看吗？他问道。能去就去，他答道。Après avoir subi ces remerciements, Madame Bovary s'en alla, et elle était quelque peu avancée dans le sentier. Lorsqu'à un bruit de sabots, elle tourna la tête. C'était la nourrice. Qu'y a-t-il? Alors la paysanne, la tirant à l'écart derrière un orme, se mit à lui parler de son mari, qui, avec son métier, est si franc parent que la capitaine. Achevez plus vite, dit Emma. Eh bien, reprit la nourrice, poussant des soupirs entre chaque mot. J'ai peur qu'il ne se fasse une tristesse de me voir prendre du café toute seule. Vous savez, les hommes. Puisque vous en aurez, répétait Emma, je vous en donnerai. Vous m'ennuyez. Hélas, ma pauvre chère dame, c'est qu'il a, par suite de ses blessures, des crampes terribles à la poitrine. Il lui dit même que le citre l'affaiblit. Mais dépêchez-vous, mère Rollet. Donc, reprit celle-ci, faisant une révérence, si ce n'était pas à vous demander trop. Elle salua encore une fois, quand vous voudrez, et son regard s'oubliait. Un cruchon d'eau de vie, dit-elle enfin, et j'en frotterai les pieds de votre petite, qui les a tendres comme la langue. Débarrassée de la nourrice, Emma reprit le bras de M. Léon. Elle marcha rapidement pendant quelque temps. Puis, elle se ralentit, et son regard qu'elle promenait devant elle rencontra l'épaule du jeune homme, dont la redingote avait un collet de velours noir. Ses cheveux châtains tombaient dessus, plats et bien peignés. Elle remarqua ses ongles, qui étaient plus longs qu'on ne les portait à Yonville. C'était une des grandes occupations du clerc que de les entretenir, et il gardait à cet usage un canif tout particulier dans son écritoire. Ils s'en revinrent à Yonville en suivant le bord de l'eau. Dans la saison chaude, la berge plus élargie découvrait jusqu'à leur base les murs des jardins, qui avaient un escalier de quelques marches descendant à la rivière. Elle coulait sans bruit, rapide et froide à l'œil. De grandes herbes minces s'y courbaient ensemble, selon le courant qui les poussait, et comme des chevelures vertes abandonnées s'étalaient dans sa limpidité. Quelquefois, à la pointe des jambes ou sur la feuille des nénuphars, un insecte à pattes fines marchait ou se posait,
Le soleil traversait d'un rayon les petits globules bleus des ondes qui se succédaient en se crevant. Les vieux saules ébranchés miraient dans l'eau leurs écorces grises. Au-delà, tout alentour, la prière semblait vide. C'était l'heure du dîner dans les fermes, et la jeune femme et son compagnon n'entendaient en marchant que la cadence de leurs pas sur la terre du sentier. Les paroles qui se disaient, et le frôlement de la robe d'Emma qui bruissait tout autour d'elle. Les murs des jardins, garnis à leur chaperon de morceaux de bouteilles, étaient chauds comme le vitrage d'une serre. Dans les briques, des ravenelles avaient poussé, et du bord de son ombrelle déployée, Madame Bovary, tout en passant, faisait égrener en poussière jaune un peu de leurs fleurs flétries, ou bien quelques branches des chèvrefeuilles, et des clématites qui pendaient en dehors traînaient un moment sur la soie, en s'accrochant aux effilés. Il causait d'une troupe de danseurs espagnols que l'on attendait bientôt sur le théâtre de Rouen. « Vous irez » demanda-t-elle. « Si je le peux » répondit-il. 难道他们没有别的话讲？他们的眼睛说出来的话还更重要的多。当他们搜肠刮肚，说些平淡无奇的话时，他们两人都感到一种忧郁涌上心头。这好像是灵魂的窃窃私语声，悠远深长，不绝如缕，比说话的声音还更有力量。他们惊奇地发现了这种新的美妙感，却没有想到要互相倾吐各自的感受，也没有想到要寻找这种感受的起因。未来的幸福好比热带地区的海岸，吹来一阵香风，把软绵绵的当地风光融入了无边无际、可望而不可及的幸福海洋。他们沉醉在感受中，甚至懒得去想那看不见的前途远景了。有一个地方给牲口踩得陷了下去，只好踏着烂泥中稀稀落落的大青石才能走过。他不得不时常站住，看看在哪里落脚好。石头一动，他就摇晃，胳膊高举，身子前倾，眼神惶恐。他笑了起来，生怕掉进水坑里去。他们到了他家花园前面，包法利夫人推开小栅栏门，跑到台阶上就进去了。莱昂回到事务所，公证人不在。他看了一眼档案夹，然后削了一支鹅毛笔，最后戴上帽子走了。他来到阿格伊岭上的牧场，没有走进森林，就在冷杉树下躺倒，从手指缝里看着天。我多无聊，他自言自语说，我多无聊啊。他抱怨村子里的生活，奥莫这样的朋友，吉约曼这样的老师。公证人一天到晚只忙事务，戴一副金丝边眼镜，留一嘴络腮胡子，系一条白领带，一点也不懂得体贴别人，只会摆出一副英国人的死板派头。头几天倒把实习生给唬住了。至于药剂师的老婆，那是诺曼底最好的妻子，温顺得像绵羊，爱护他的子女、父母、亲戚，为别人的不幸而哭，却不管自己的家务，讨厌穿紧身衣。他行动迟缓，语言无味，相貌寻常，说话就那几句。虽然他30岁，而莱昂才20岁，他们住在对门，而且每天说话，但他从没有想过她是一个女人，脱了裙子还有什么女人味？除此之外还有什么人呢？比内，几个商人，3、2个小酒馆老板，本堂神父，最后还有镇长杜瓦施先生和他的2个儿子。他们有钱，粗鲁，迟钝，自己种地，一家人大吃大喝，却很信教，真叫人受不了。这些面孔构成的背景，衬托的艾玛的形象更加孤单，更加遥远。
因为他感到在他和他之间仿佛隔着模模糊糊的深渊。起初他同药剂师到他家里去过几次，夏尔对接待他似乎并不特别感兴趣。莱昂既怕自己冒昧，又寻求明知不可能的亲近，所以就不知道如何是好了。N'avait-il rien autre chose à se dire? Leurs yeux pourtant étaient pleins d'une causerie plus sérieuse, et tandis qu'ils s'efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux. C'était comme un murmure de l'âme, profond, continu, qui dominait celui des voix. Surpris d'étonnement à cette suavité nouvelle, il ne songeait pas à s'en raconter la sensation ou à en découvrir la cause. Les bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l'immensité qui les précède leur mollesse natale, une brise parfumée. Et l'on s'assoupit dans cet environnement, sans même s'inquiéter de l'horizon que l'on n'aperçoit pas. La terre, à un endroit, se trouvait effondrée par le pas des bestiaux. Il fallut marcher sur de grosses pierres vertes, espacées dans la boue. Souvent, elle s'arrêtait une minute à regarder où poser sa bottine, et chancelant sur le caillou qui tremblait, les coudes dans l'air, la taille penchée, l'œil indécis, elle riait alors, de peur de tomber dans les flaques d'eau. Quand ils furent arrivés devant son jardin, Madame Bovary poussa la petite barrière, monta les marches en courant et disparut. Léon en rentra à son étude. Le patron était absent. Il jeta un coup d'œil sur les dossiers, puis se tailla une plume, prit enfin son chapeau et s'en alla. Il allait sur la pâture, au haut de la côte d'Argueil, à l'entrée de la forêt. Il se coucha par terre sous les sapins et regarda le ciel à travers ses doigts. « Comme je m'ennuie », se disait-il, « comme je m'ennuie ». Il se trouvait à plaindre de vivre dans ce village, avait Homais pour ami et M. Guillaumin pour maître. Ce dernier, tout occupé d'affaires, portant des lunettes à branches d'or et favoris rouges sur cravate blanche, n'entendait rien aux délicatesses de l'esprit, quoiqu'il affectât un genre raide et anglais qui avait ébloui le clerc dans les premiers temps. Quant à la femme du pharmacien, c'était la meilleure épouse de Normandie, douce comme un mouton, chérissant ses enfants, son père, sa mère, ses cousins, pleurant de maux d'autrui, laissant tout aller dans son ménage et détestant les corsets, mais si lente à se mouvoir, si ennuyeuse à écouter, d'un aspect si commun et d'une conversation si restreinte, qui n'avait jamais songé, quoiqu'elle eût 30 ans, qu'il en eût 20, qu'il couchasse porte à porte, et qu'il lui parlât chaque jour, qu'elle pût être une femme pour quelqu'un, ni qu'elle possédât de son sexe autre chose que la robe. Et ensuite, qui avait-il? Binet, quelques marchands, 2 ou 3 cabaretiers, le curé et enfin M. Tuvage, le maire, avec ses 2 fils, gens cousus, bourrus, obtus, cultivant leurs terres eux-mêmes, faisant des ripailles en famille, dévots d'ailleurs et d'une société tout à fait insupportable, mais sur le fond commun de tous ces visages humains, la figure d'Emma se détachait isolée et plus lointaine cependant, car il sentit entre elle et lui comme de vagues abîmes. Au commencement, il était venu chez elle plusieurs fois dans la compagnie du pharmacien. Charles n'avait point paru extrêmement curieux de le recevoir, et Léon ne savait comment s'y prendre, entre la peur d'être indiscret et le désir d'une intimité qu'il estimait presque impossible. 冷天一开始，艾玛就不住在卧室里了，而搬到厅子里去。厅子长长的，天花板很低，
在壁炉上的镜子前面摆了一盆枝条茂密的珊瑚。他坐在窗前的扶手椅里，看着村里人在人行道上来来往往。莱昂从公证人事务所走到京师旅店去，每天要走2回。艾玛听见他的脚步声由远而近，他听时身子向前倾，而那个年轻人却总是同样的装束，头也不回，就从窗帘外溜过去了。但是到了黄昏时分，他时常用左手支着下巴，把开了头的刺绣撇在膝盖上不管，忽然看见这个影子溜过，不由得震颤了一下。于是他站起来，吩咐佣人摆好餐具。奥莫先生总是在晚餐时来他们家，把希腊便帽拿在手里，悄悄走了进来，以免打扰他们。他老是重复同样的话：晚上好，老伙伴。然后他走到餐桌前，在这对夫妇之间的老位子上坐下。他向医生打听有多少人来看过病，医生也同他商量该收多少诊费。接着他们就谈报纸上的消息。到了晚上这个时候，奥莫差不多能把消息背诵如流了。他不但可以和盘托出，而且夹叙夹议，把记者的评论、国内外私人的大灾小祸的秘密轶事都讲得历历如数家珍。但是不等话题谈得山穷水尽，他就立刻话头一转，品评起眼前的菜肴来。有时他甚至探起身子，精心地为夫人挑选一块最嫩的肉，或者转过身去对女佣人说，怎样操作才能烧好炖肉加蔬菜，如何调味才算讲究卫生。他谈到香味、味精、肉汁和明胶，谈得令人目迷五色，而且奥莫头脑里的配方比药房里的瓶子还多。他的拿手好戏就是做各式果酱、香醋和甜酒。他还知道新发明的节约用热能的方法，以及保存干酪、料理坏酒的技术。Dès les premiers froids, Emma quitta sa chambre pour habiter la salle, longue pièce à plafond bas, où il y avait sur la cheminée un polypier touffu, s'étalant contre la glace. Assise dans son fauteuil, près de la fenêtre, elle voyait passer les gens du village sur le trottoir. Léon, 2 fois par jour, allait de son étude au Lion d'Or. Emma de loin l'entendait venir. Elle se penchait en écoutant, et le jeune homme glissait derrière le rideau, toujours vêtu de même façon et sans détourner la tête. Mais au crépuscule, lorsque, le menton dans sa main gauche, elle avait abandonné sur ses genoux sa tapisserie commencée. Souvent, elle tressaillait à l'apparition de cette ombre glissant tout à coup. Elle se levait et commandait qu'on mît le couvert. Monsieur Homais arrivait pendant le dîner, bonnet grec à la main. Il entrait à pas muets pour ne déranger personne et toujours en répétant la même phrase « Bonsoir la compagnie ». Puis, quand il s'était posé à sa place, contre la table, entre les 2 époux, il demandait au médecin des nouvelles de ses malades, et celui-ci le consultait sur la probabilité des honoraires. Ensuite, on causait de ce qu'il y avait dans le journal. Homais, à cette heure-là, le savait presque par cœur, et il le rapportait intégralement, avec les réflexions du journaliste et toutes les histoires des catastrophes individuelles arrivées en France ou à l'étranger. Mais le sujet se tarissant, il ne tardait pas à lancer quelques observations sur les mets qu'il voyait. Parfois même, se levant à demi, il indiquait délicatement à madame le morceau le plus tendre, ou se tournant vers la bonne, lui adressait des conseils pour la manipulation des ragoûts et l'hygiène des assaisonnements. Il parlait arômes, osmasum, sucre et gélatine, d'une façon à éblouir,
La tête d'ailleurs plus remplie de recettes que sa pharmacie ne l'était de bocaux. Homais excellait à faire quantité de confitures, vinaigres et liqueurs douces. Il connaissait aussi toutes les inventions nouvelles de caléfacteurs économiques, avec l'art de conserver les fromages et de soigner les vins malades.